pense pas que la Russie ait les moyens militaires d'envahir toute l'Europe. Et je pense même que son objectif, quand elle peut ne pas utiliser la force militaire générale, enfin, elle préfère s'en passer. Elle préfère déstabiliser que conquérir. C'est-à-dire que, en fait, la méthode préférée de Vladimir Poutine, c'est d'installer dans des régimes et des pays voisins dont il considère qu'ils sont dans son proche étranger, dans sa zone d'influence et auquel il dénie en fait la possibilité d'avoir une politique étrangère et de défense indépendante, des régimes gouvernés par des marionnettes qui sont pro-russes et qui iront toujours dans le sens de la Russie. C'est ce qu'il a fait par exemple, et qui marche très bien avec la Biélorussie, c'est ce qui a longtemps marché avec l'Ukraine, avant que la révolution de Maïdan en fait, donne un côté très pro-occidental à la politique ukraine. C'est ce qui marche en ce moment à peu près bien avec la Géorgie, puisqu'on a installé un gouvernement marionnette qui est tiré dans l'ombre par un oligarque proche de Poutine qui s'appelle Ivanishvili. Et donc c'est ça le modèle préféré de Vladimir Poutine. C'est quand ça ne marche pas, que là, il envoie son armée. Alors, quand on dit qu'il peut attaquer l'Estonie, la Lettonie ou la Lituanie, moi, j'imagine pas Vladimir Poutine envoyer son armée et franchir demain les frontières de ces pays baltes qui appartiennent à l'OTAN. C'est pas comme ça qu'il fera. D'abord, il n'en aura pas les moyens de tenir tous les fronts, et ensuite, il n'en a pas les moyens aujourd'hui, peut-être que. Non, mais il y a des moyens avant de déstabilisation. Dans 10 ans d'économie de guerre, il en aurait les moyens. La déstabilisation, c'est quand même aujourd'hui la guerre favorite de Vladimir Poutine, en plus de ce qu'il fait en Ukraine. Il y a plein de minorités russes dans les pays baltes. Il suffit d'en fait, de les orchestrer, de les manipuler, et ensuite de se projeter au secours de ces minorités russes. Je voudrais qu'on regarde une image d'un panneau, une affiche électorale à Moscou, où on voit Vladimir Poutine qui dit les frontières de la Russie ne s'arrêtent nulle part. Ça veut dire quoi, ça, Céline Maranger? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? De la grande Catherine, en fait. Oui. C'est-à-dire que la meilleure manière, ce qu'elle expliquait, c'était que la meilleure manière de protéger les frontières, c'était de les étendre à l'infini. D'accord. Et c'est vraiment une citation de Catherine II? À ma connaissance, oui, ça a vérifié, mais de mémoire, oui. Il n'a pas cité sa source, Poutine, sur son affiche électorale. Moi, ce qui m'apparaît, en fait, c'est qu'ils ont vraiment une stratégie dans la durée. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Il y a d'une part une stratégie de destruction de l'Ukraine jusqu'à épuisement total, à la fois de l'armée sur le front, mais aussi des arrières, d'où la politique de terreur, jour après jour, en ciblant notamment de nuit les villes et les populations civiles. Mais vous avez par ailleurs, tout ça en fait s'adosse à trois autres stratégies. Une stratégie d'affaiblissement des pays occidentaux, délibérés par la guerre informationnelle, pour semer la zizanie dans les sociétés, pour susciter la défiance vis-à-vis de nos dirigeants, pour aussi instiller un petit peu des dissensions sociales. Par exemple, rappelez-vous, quand il y a eu l'attaque terroriste dans le sud d'Israël, on a vu des étoiles de David fleurir à Paris. Et les services de renseignement ont établi que c'était en fait des Moldaves payés par les services russes qui avaient fait ça. Donc l'idée étant d'attiser les dissensions entre les musulmans et les juifs en France. Et tout ça, c'est des méthodes? Est-ce que ce sont des objectifs? Des méthodes des services de renseignement soviétiques, je dirais. La subversion, la propagande et la manipulation. Donc vous avez une stratégie qui est quand même bien rodée, pour laquelle ils ont un siècle d'entraînement et qui peut faire du dégât dans nos sociétés. Et ces deux stratégies... Le but, c'est ça, faire du dégât, simplement. Faire du dégât. Donc vous avez la stratégie en Ukraine, la stratégie vis-à-vis de nos sociétés, et après, vous avez deux autres stratégies. Une stratégie d'intimidation par le nucléaire, avec des menaces nucléaires qui sont récurrentes à des très hauts niveaux, et qui vise à paralyser nos dirigeants, je pense. Et vous avez une quatrième stratégie, qui est une stratégie d'accumulation de crises partout dans le monde,
pour créer un effet de saturation et des dilemmes stratégiques aux Occidentaux et pour mettre les Occidentaux dans une position de vulnérabilité dans différents endroits du monde. On l'a vu par exemple au Sahel. Je veux dire, Wagner a cherché à percer dans les pays du Sahel, non pas pour apporter des solutions aux populations du Sahel. Ils viennent en fait en soutien de potentats locaux ou de juntes militaires. Oui, ça a bien fonctionné contre la France, en tout cas. Pour évincer la France, pour avoir un levier de pression sur les dirigeants français et aussi pour mettre en œuvre des schémas de prédation. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a tout ça. Donc, ça crée un peu plus d'instabilité dans des régions qui restent stratégiques pour la France, pour l'Europe. Et le but étant de nous acculer. Donc, si vous voulez, quand vous voyez la déclinaison de ces 4 stratégies, je pense qu'on a quand même quelques raisons de s'inquiéter en Europe. Je ne dis pas qu'ils vont nous envahir demain, mais je dis que ça crée quand même de sérieux problèmes de sécurité. Patrick Saint-Paul. Pour revenir aux objectifs de Vladimir Poutine, il y a un pays dont on n'a pas parlé, on parle des Baltes, etc., mais c'est de la Moldavie. Et quand on revient à son discours du 24 février 2022, il cite Potemkin et son concept de Novorossiya. Et la Novorossiya s'étend de la Moldavie jusqu'à la mer Noire en passant par Odessa. Donc la Moldavie est évidemment une cible aussi qui est visée par Poutine. Et l'erreur qu'ont commis souvent les Occidentaux, c'était de ne pas écouter ce que disait Poutine et de ne pas comprendre ses messages. Et ça, c'est un qui est quand même assez clair. En décembre, Poutine déclare que l'entrée de la Finlande dans l'OTAN va lui créer des problèmes et créer un nouveau district militaire entre Saint-Pétersbourg et la frontière avec la Finlande. En janvier, il s'émeut du sort des minorités russes en Lituanie en déclarant que leur sort affecte, je cite, directement la sécurité de la Russie. Donc tout ça, ce sont quand même des menaces. Enfin, alors peut-être qu'elles ont la vertu de faire peur, d'inquiéter. Comment vous les analysez, Pierre Lelouch, ces menaces directes? Je ne suis pas surpris. Je n'attends pas que la Russie devienne un État démocratique sympathique avec nous. Mais est-ce que vous croyez qu'il pourrait attaquer des pays membres de l'OTAN? Ah, je ne crois pas du tout. Non. Je crois qu'il ne va pas se livrer à un exercice de ce genre. Il va compter sur Donald Trump parce qu'il revient à ce que, en gros, faisaient les Soviétiques à la grande époque, que moi j'ai bien connu. Les Soviétiques, en effet, passaient par des contournements divers et variés. Quant à savoir s'ils sont gentils, non. Des services spéciaux, plein. L'utilisation de méthodes non conventionnelles, bien sûr. Mais quand on me dit qu'ils sont l'organisateur du désordre mondial, pardon. Moi, j'avais un maître qui s'appelait Kissinger quand j'étais à Harvard. Son cauchemar, c'était d'unir la Russie et la Chine. Non, on a fait mieux. Là, on a fait Chine, Russie, Corée du Nord, Iran. Alors, évidemment, à chaque fois qu'il y a une guerre, l'impact de ce qui se passe en Europe se trouve lié. On a maintenant une imbrication des théâtres stratégiques qui n'est pas du tout bon pour nous, qui pèse sur les rares personnes qui ont encore des moyens militaires, c'est-à-dire les Américains. Parce que, bon, que Poutine s'amuse à exploiter nos faiblesses, c'est la règle du jeu. Moi, j'ai jamais attendu que ce soit un État facile à gérer. Les empires qui se disloquent, en général, le font rarement gentiment, sauf peut-être l'Italie. Mais c'est toujours très délicat et dangereux. Dans le cas du Sahel, pardonnez-moi, j'étais missionné au Mali, j'ai vu toutes les erreurs que nous avons faites pendant des années. Qui c'est qui a transformé Serval en Barkhane? Qui c'est qui a fait que 3000 soldats français étaient supposés tenir un territoire grand comme l'Europe? C'est une absurdité. Pendant 10 ans, on a dépensé 11 milliards d'euros, on a fait tuer des gens pour rien. Après, on s'étonne si on est mis dehors et si les Russes en profitent. Évidemment qu'ils en profitent. Je ne suis pas surpris. Donc, qu'on aille expliquer tout ça est un grand complot ourdi par une intelligence supérieure à Moscou, c'est une blague. La vérité, c'est que la vérité... Non, mais on peut dire aussi que la Russie participe de cette mise en cause de l'ordre mondial actuel. Mais évidemment, mais est-ce que les Américains ont fait que des choses positives toutes ces dernières années? Est-ce qu'ils n'ont pas de zone d'influence qu'ils prêtent? Si demain vous mettez... si les Chinois, par exemple, imaginez 2 secondes que les Chinois concluent une alliance militaire avec le Canada ou le Mexique. À votre avis, ils font quoi, les Américains? La revendication d'une zone d'influence russe, on peut penser que c'est pas bien moralement, mais ça fait partie de la réalité du jeu quand on fait des relations internationales. Est-ce qu'il fallait absolument étendre la zone d'influence américaine jusqu'aux frontières de la Russie, mettre des missiles antimissiles aux frontières de la Russie, et ensuite prétendre que tout est bien? Oui, mais on pose la question pour l'Ukraine, on ne la pose pas pour les Baltes.
ou la Non, Pologne? mais sur les Quelle est la Baltes, logique? sur les Baltes, nous En avons... quoi l'Ukraine provoque-t-elle plus la Russie que la Pologne, Non, sur que la les Baltes, Pologne ou les Pays Baltes? avant cette affaire ukrainienne qui était... Moi, je sais, j'ai échangé avec Poutine en direct, personnellement, sur la question ukrainienne. Les Russes ont laissé passer l'adhésion des Baltes à l'OTAN. Parce que les Baltes, c'était étranger. Solzhenitsyn Enfin, il y a quand même Kaliningrad. Répondre là-dessus. Mais attendez, s'il vous plaît. juste termine. Oui, oui, je vous en Dans la notion de Novoroussia, il y a les territoires russes, peuplés par des Russes. Ouais.